La pluie tombait drue ce soir-là sur les rues désertes de Saint-Étienne, transformant les trottoirs en rivières miniatures sous les halos jaunâtres des lampadaires. Claire Dufresne pressait le pas, son uniforme d'infirmière dissimulé sous un imperméable, devenu presque transparent, tant l'averse était violente. Elle venait de terminer une double garde à l'hôpital public, 16 heures d'affilée à courir entre les patients, à distribuer médicaments et soins, avec cette douceur qui faisait sa réputation malgré sa timidité légendaire. Ses collègues la surnommaient « l'ombre bienfaisante », tant elle savait se faire discrète tout en étant indispensable, glissant d'une chambre à l'autre comme une présence apaisante que les malades adoraient, mais dont ils peinaient parfois à se rappeler les traits. Ce fut à l'angle de la rue des Martyrs qu'elle le vit pour la première fois. Un vieil homme recroquevillé sous l'auvent étroit d'une boutique fermée, tentant vainement de s'abriter du déluge. Ses vêtements en lambeaux étaient détrempés, et son corps maigre tremblait de manière si visible que Claire put le percevoir même à plusieurs mètres de distance. Elle hésita, comme toujours lorsqu'il s'agissait d'initier un contact humain en dehors du cadre rassurant de son uniforme et de ses fonctions. Dans sa blouse blanche, Claire savait qui elle était et ce qu'elle devait faire. Dans la vie civile, l'angoisse sociale qui l'habitait depuis l'enfance reprenait souvent le dessus, la faisant bafouiller, rougir, détourner le regard, rendant chaque interaction ordinaire extraordinairement difficile. Mais quelque chose dans le regard de cet homme, lorsqu'il leva brièvement les yeux vers elle, un mélange de dignité blessée et de résignation stoïque, toucha une corde sensible en elle. Ce regard n'implorait pas l'aumône, il semblait presque s'excuser d'exister dans son champ de vision, comme si lui aussi aurait préféré rester invisible. Et c'est peut-être cette reconnaissance mutuelle entre deux êtres habitués à vivre dans l'ombre qui fit que Claire, au lieu de presser le pas comme tant d'autres passants, ralentit et s'approcha de l'abri de fortune du vieil homme. Si vous appréciez cette histoire, laissez un « j'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager à continuer. Votre soutien est inestimable. « Monsieur, vous allez attraper la mort par ce temps », dit-elle doucement, sa voix à peine audible sous le crépitement de la pluie sur son parapluie. « Il y a un centre d'accueil à 3 rues d'ici. Je peux vous y accompagner si vous voulez. » L'homme releva lentement la tête, et Claire fut frappée par l'intensité de son regard. Malgré la crasse qui maculait son visage émacié, malgré la barbe hirsute qui dissimulait ses traits, ses yeux d'un bleu délavé brillaient d'une lucidité surprenante. Il semblait l'évaluer, la jauger avec une précision presque clinique. « Je vous remercie de votre sollicitude, mademoiselle, » répondit-il d'une voix dont l'articulation soignée contrastait étrangement avec son apparence. « Mais les centres d'accueil et moi, disons que nous ne sommes pas très compatibles. » Claire fut surprise par ce refus poli mais ferme, ainsi que par l'éloquence inattendue de cet homme qui semblait appartenir à la rue. Quelque chose ne collait pas dans ce tableau, mais sa timidité l'empêcha de poser les questions qui lui brûlaient les lèvres. « Dans ce cas, puis-je au moins vous offrir un café chaud ?» proposa-t-elle, en désignant du menton le petit bistrot qui, miracle, était encore ouvert de l'autre côté de la rue, juste le temps que la pluie se calme un peu. Une nouvelle fois, l'homme l'étudia avec une intensité troublante, comme s'il cherchait à déchiffrer ses motivations profondes. Puis, lentement, un sourire étira ses lèvres gercées. « C'est très aimable à vous, » dit-il, en se redressant péniblement. « J'accepte votre offre, si cela ne vous dérange pas de partager votre table avec un vieil homme dans mon état. » Claire sentit son cœur se serrer devant la dignité avec laquelle il formulait sa réserve. « Évidemment que non, » répondit-elle en tendant son parapluie au-dessus de lui. « Je m'appelle Claire, je suis infirmière à l'hôpital Saint-Joseph. »« Enchantée, Claire, » dit-il en inclinant légèrement la tête. « Vous pouvez m'appeler Joseph. » Il y eut une infime hésitation avant qu'il ne prononce ce prénom comme s'il l'avait choisi à l'instant même. Claire nota ce détail mais ne fit aucun commentaire. Sa formation d'infirmière lui avait appris que la rue avait ses codes et que certains préféraient laisser leur véritable identité derrière eux, enveloppés dans une vie antérieure qu'ils souhaitaient oublier. La traversée de la rue jusqu'au bistrot fut plus compliquée que prévu. Joseph se déplaçait avec une lenteur douloureuse et Claire dut l'aider à franchir le caniveau transformé en torrent. Le contact de sa main sur le bras du vieil homme lui révéla une maigreur inquiétante sous les couches de vêtements trempés. Lorsqu'ils entrèrent dans le café des artisans, un silence gêné s'installa parmi les quelques clients encore présents. Le patron, un homme trapu au crâne dégarni, fronça les sourcils en voyant Joseph,
Mais le sourire timide de Claire, cette cliente régulière qui s'asseyait toujours au fond de la salle avec un livre, sembla l'apaiser momentanément. « Une table pour deux, s'il vous plaît, monsieur le roi », demanda-t-elle de sa voix douce mais ferme, celle qu'elle utilisait à l'hôpital lorsqu'une situation délicate exigeait de l'autorité. Le patron hésita, jeta un regard suspicieux vers Joseph, puis haussa les épaules en marmonnant quelque chose d'inintelligible. Il les conduisit à une table dans un recoin de la salle, suffisamment éloigné des autres clients pour éviter les regards désapprobateurs. « 2 cafés » demanda-t-il sèchement. « Un café pour moi et un chocolat chaud pour monsieur Joseph », précisa Claire, puis baissant la voix. « Et peut-être, avez-vous encore de cette tarte aux pommes que vous faites si bien ?» Le visage du patron s'adoucit imperceptiblement. « Il en reste 2 parts. Je vous apporte ça. » Une fois seule à leur table, Claire remarqua que Joseph observait attentivement le café autour de lui, notant chaque détail avec une concentration surprenante. Ses yeux s'arrêtèrent sur les quelques tableaux accrochés au mur, des œuvres d'artistes locaux que le patron exposait par amitié plutôt que par goût réel pour l'art contemporain. « Ce café n'a pas changé depuis 20 ans, » murmura Joseph, presque pour lui-même. Claire haussa les sourcils, surprise. « Vous connaissez cet endroit ?» Joseph sembla soudain se rendre compte qu'il avait parlé à voix haute. Un voile passa sur son regard et il se replia légèrement sur lui-même. « J'ai dû le voir en passant, il y a longtemps, » dit-il évasivement. Claire n'insista pas, respectant sa réticence. Pendant quelques minutes, ils restèrent silencieux, écoutant la pluie qui redoublait d'intensité contre les vitres embuées. Monsieur le roi apporta leur boisson et 2 généreuses parts de tarte, posant le tout sur la table avec un mélange de réserve et de curiosité mal dissimulée. Claire observa discrètement Joseph, tandis qu'il enveloppait ses mains tremblantes autour de la tasse fumante, savourant la chaleur avant même la première gorgée. Quand il porta enfin le chocolat à ses lèvres, elle vit une expression de plaisir presque enfantin traverser son visage fatigué. Cela lui rappela certains de ses patients âgés, pour qui les petits plaisirs quotidiens, une boisson chaude, un rayon de soleil, une visite, prenaient une importance démesurée après que la vie les ait dépouillés de presque tout le reste. « Comment avez-vous su ?» demanda soudain Joseph, interrompant ses réflexions. « Su quoi ?» s'étonna Claire. « Que je préférais le chocolat au café », précisa-t-il avec un demi-sourire. Claire rougit légèrement. « Je ne savais pas vraiment. C'est juste que vous aviez l'air d'avoir besoin de réconfort plus que de stimulant. Le chocolat me semblait plus approprié. » Joseph la considéra longuement, son regard devenant soudain lointain, comme s'il voyait au-delà d'elle. « Ma mère me préparait du chocolat chaud les jours de pluie, » dit-il finalement, avec une cuillère de miel et une pointe de cannelle. Elle disait que c'était son remède contre la tristesse du monde. Il y avait dans cette confidence inattendue quelque chose de profondément mélancolique, et Claire sentit que ses souvenirs appartenaient à une époque très lointaine, peut-être à une vie que Joseph avait perdue ou abandonnée. « Votre mère avait raison », sourit-elle doucement. « Le chocolat a des vertus thérapeutiques, c'est scientifiquement prouvé. Il stimule la production d'endorphines. » Joseph eut un petit rire, le premier que Claire entendait de lui. C'était un son rouillé, comme une porte qu'on ouvre après des années d'abandon, mais étrangement chaleureux. « L'infirmière en vous ne dort jamais, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec une pointe de malice. « Je suppose que non », admit Claire en baissant les yeux. « C'est plus facile pour moi d'être infirmière que d'être simplement Claire. » Cette confession spontanée la surprit elle-même. Pourquoi avait-elle dit cela à cet inconnu? Peut-être parce qu'il y avait quelque chose dans l'anonymat relatif de leur rencontre qui rendait la confidence moins intimidante. Ou peut-être parce que les yeux de Joseph, malgré la crasse et la fatigue, reflétaient une intelligence et une compréhension qui l'invitaient à la sincérité. « Je comprends », dit-il simplement. « Les rôles que nous jouons deviennent parfois des refuges. Ils nous donnent un script à suivre quand la vie improvisée devient trop effrayante. » Claire leva les yeux, frappée par la justesse de cette analyse. « Exactement, » murmura-t-elle. « C'est exactement ça. » Joseph hocha la tête, puis reporta son attention sur la tarte aux pommes qu'il n'avait pas encore touchée. Avec des gestes précis qui contrastaient avec l'apparente fragilité de ses mains, il découpa un petit morceau et le porta à sa bouche. Une nouvelle expression de plaisir simple illumina brièvement son visage. « Délicieux !» commenta-t-il. « La pâte est parfaitement feuilletée et les pommes ont été caramélisées juste ce qu'il faut. »« Monsieur, le roi n'a rien perdu de son talent. » Claire fronça légèrement les sourcils,
Intrigué par cette nouvelle référence au passé du café et par l'appréciation presque professionnelle de la pâtisserie. Mais avant qu'elle puisse formuler une question, Joseph enchaîna. « Parlez-moi de vous, Claire. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir infirmière ?» La question était simple, banale même, mais Claire sentit qu'elle était posée avec un intérêt sincère. Habituellement, elle détestait parler d'elle-même, préférant toujours détourner la conversation vers son interlocuteur. Mais quelque chose dans l'attitude de Joseph, peut-être cette attention totale qu'il lui accordait, comme si rien d'autre n'existait à cet instant, l'encouragea à s'ouvrir un peu plus. « Ma grand-mère était malade quand j'étais petite », commença-t-elle doucement. « Elle vivait avec nous, et je la voyais souffrir chaque jour. Les médecins semblaient toujours pressés, distants. Mais il y avait cette infirmière, Madame Legrand, qui venait à la maison 3 fois par semaine. Elle apportait plus que des soins. Elle apportait de la dignité et du réconfort. Elle parlait à ma grand-mère comme à une personne, pas comme à un ensemble de symptômes à traiter. » Claire fit une pause, surprise par sa propre loquacité. Joseph ne disait rien, l'invitant silencieusement à poursuivre. « Un jour, j'ai demandé à Madame Legrand comment elle faisait pour ne pas avoir peur devant la maladie, la souffrance. Elle m'a répondu que c'était justement sa peur qui la rendait efficace, la peur de voir l'autre souffrir inutilement, la peur de ne pas faire assez. Elle m'a dit que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle. » Claire eut un petit sourire nostalgique. « Je crois que c'est ce jour-là que j'ai su. J'étais terriblement timide, maladroite socialement, mais l'idée qu'on puisse transformer ses faiblesses en force, que ma sensibilité excessive puisse devenir un atout auprès des patients, ça m'a donné un but. » Joseph hocha lentement la tête, comme s'il absorbait chaque mot. « Et vous avez eu raison, » dit-il avec une conviction tranquille. « Les meilleurs soignants sont souvent ceux qui restent vulnérables, qui ne se blindent pas contre la souffrance d'autrui. C'est un équilibre difficile. Bien sûr, assez sensible pour ressentir, assez fort pour supporter. » Claire le regarda avec étonnement. Il y avait dans cette réflexion une profondeur qui contrastait violemment avec l'image du sans-abri qu'il présentait. Qui était réellement cet homme? La pluie continuait de marteler les vitres avec une intensité inchangée. Dehors, la nuit s'était complètement installée, et les rares passants qui bravaient encore le déluge n'étaient plus que des silhouettes fugitives sous les lumières de la grue. Monsieur Leroy commençait à nettoyer le comptoir avec des gestes qui indiquaient clairement la fermeture prochaine de l'établissement. « Je crois que nous allons devoir partir », dit Claire en consultant sa montre, surprise de constater qu'1 heure s'était écoulée depuis leur arrivée. Joseph acquiesça et tenta de se lever, mais un spasme de douleur traversa son visage et il se rassit lourdement. Claire, avec son œil médical exercé, nota immédiatement la raideur de ses mouvements et la pâleur soudaine de son teint. « Vous êtes malade », affirma-t-elle plutôt qu'elle ne le demanda. « Ce n'est rien », minimisa Joseph, « juste un vieux corps qui proteste contre l'humidité et le froid. »« Permettez-moi d'en juger », insista Claire, glissant naturellement dans son rôle d'infirmière. Sans attendre sa permission, elle posa délicatement sa main sur son front. « Vous êtes brûlant de fièvre. » Joseph sembla vouloir protester, mais une quinte de toux l'en empêcha. Une toux sèche, rauque, qui secouait tout son corps frêle. Lorsqu'il retira sa main de sa bouche, Claire aperçut des traces rougeâtres. « Vous crachez du sang », constata-t-elle avec une inquiétude grandissante. « Depuis combien de temps êtes-vous dans cet état ?»« Quelques jours », admit-il faiblement. « Peut-être une semaine. » Claire prit rapidement sa décision. « Je vous emmène à l'hôpital. »« Non !» refusa catégoriquement Joseph, retrouvant soudain de la fermeté dans sa voix. « Pas l'hôpital. Je ne veux pas y aller. Mais vous avez besoin de soins urgents. Vous avez probablement une pneumonie, peut-être même une tuberculose. Dans votre état de faiblesse, c'est potentiellement mortel. » Joseph la regarda droit dans les yeux, et Claire fut frappée par la détermination qu'elle y lisait, malgré la fièvre qui les faisait briller anormalement. « Je comprends votre inquiétude, Claire, et je vous en suis reconnaissant. Mais je ne peux pas aller à l'hôpital. Je vous assure que j'ai mes raisons. » Claire se mordit la lèvre, partagée entre son devoir professionnel qui lui dictait d'insister et le respect de l'autonomie de cet homme qui, malgré sa situation précaire, semblait pleinement conscient de sa décision. « Dans ce cas, dit-elle après un moment de réflexion intense, « venez chez moi. » Les mots avaient franchi ses lèvres avant même qu'elle n'ait pu les retenir. Joseph la fixa avec stupéfaction et Claire elle-même n'en revenait pas de sa proposition. Elle,
si réservée, si prudente, qui vivait seule, depuis toujours et considérait son appartement comme son unique sanctuaire, venait d'inviter un parfait inconnu à y séjourner. « Je ne peux pas accepter, » dit doucement Joseph. « C'est beaucoup trop vous demander. »« Vous ne me demandez rien du tout, » répliqua Claire, soudain décidée. « C'est moi qui vous le propose. Je suis infirmière, je peux vous soigner, au moins jusqu'à ce que la fièvre tombe et que vous soyez hors de danger. » Joseph la considéra longuement, comme s'il pesait non seulement sa proposition, mais aussi les motivations qui la sous-tendaient. « Pourquoi feriez-vous cela pour un inconnu ?» demanda-t-il finalement. Claire réfléchit à sa réponse, voulant être parfaitement honnête. « Parce que personne ne devrait mourir seul dans la rue quand il existe une alternative, » dit-elle simplement. « Et parce que, pour une raison que je ne m'explique pas encore totalement, vous ne me semblez pas être un danger. » Un sourire fatigué étira les lèvres de Joseph. « Votre instinct est bon. Claire, je ne vous ferai aucun mal, vous avez ma parole. » Il toussa à nouveau, plus violemment cette fois. « Et j'accepte votre offre, avec gratitude, mais à une condition. » « Laquelle ? Que vous me permettiez de vous rembourser d'une manière ou d'une autre, quand je le pourrais. » Claire acquiesça, bien qu'elle n'eût aucune idée de comment un homme dans sa situation pourrait un jour lui rendre ce service. « Marché conclu, » dit-elle en lui tendant la main. Joseph la serra brièvement, et Claire fut à nouveau frappée par le contraste entre l'apparence négligée de cet homme et la fermeté de sa poignée de main, la clarté de son regard, la dignité qui émanait de lui malgré son état déplorable. Ils quittèrent le café sous le regard mi-perplexe, mi-désapprobateur de Monsieur le Roi. Claire régla l'addition, ignorant les protestations faibles de Joseph, puis ils s'aventurèrent dans la nuit pluvieuse, partageant tant bien que mal le parapluie qui semblait bien dérisoire face à ce déluge. Le trajet jusqu'à l'appartement de Claire fut lent et laborieux. Joseph s'appuyait de plus en plus lourdement sur elle, sa respiration devenant sifflante, entrecoupée de quintes de toux qui le laissaient pantelant. Quand ils arrivèrent enfin au pied de l'immodeste immeuble des années 1970 où Claire occupait un petit 3 pièces au 4e étage, Joseph était à bout de force. « Il n'y a pas d'ascenseur », prévint Claire avec inquiétude. « Je monterai », assura Joseph entre deux respirations difficiles. Et il monta, en effet, s'arrêtant à chaque palier pour reprendre son souffle, refusant poliment mais fermement que Claire appelle à l'aide. Sa détermination avait quelque chose d'admirable et de profondément triste à la fois, comme si sa dignité était le dernier bastion qui lui restait à défendre. Lorsqu'ils pénétrèrent enfin dans l'appartement de Claire, Joseph était au bord de l'évanouissement. Elle le guida immédiatement vers le canapé du salon où il s'effondra plus qu'il ne s'assit. À la lumière crue du plafonnier, son état apparaissait encore plus alarmant. Son visage était d'une pâleur cireuse marquée de taches fiévreuses aux pommettes, ses lèvres avaient une teinte bleuâtre inquiétante et ses vêtements trempés collaient à son corps décharné. « Il faut vous changer immédiatement », déclara Claire, passant en mode infirmière. « Je vais vous prêter des vêtements secs. » Elle disparut dans sa chambre et revint avec un survêtement et un t-shirt qu'elle gardait pour les nuits de garde à l'hôpital. « Ce ne sera pas à votre taille, mais c'est sec et chaud, » dit-elle en lui tendant les vêtements. « La salle de bain est par là. Vous pourrez prendre une douche chaude pendant que je prépare de quoi manger. » Joseph hocha faiblement la tête et se dirigea d'un pas chancelant vers la salle de bain. Claire s'activa alors dans sa petite cuisine, préparant une soupe aux légumes et du pain grillé. Un repas simple mais nutritif qui conviendrait à un estomac fragilisé. L'eau de la douche coulait depuis un bon moment déjà, et Claire commençait à s'inquiéter lorsqu'elle entendit enfin la porte de la salle de bain s'ouvrir. Joseph apparut, métamorphosé. Sans la crasse qui le recouvrait, sans la barbe hirsute qu'il avait apparemment pris le temps de tailler soigneusement avec le rasoir de Claire, il semblait 10 ans plus jeune. Ses cheveux gris, propres et peignés en arrière, révélaient un front haut et intelligent. Malgré l'ampleur excessive des vêtements prêtés et son évidente maigreur, il se tenait droit avec une sorte de noblesse naturelle qui frappa Claire. Mais ce qui la stupéfia le plus, ce fut la transformation de son regard. Les yeux bleus délavés qui l'avaient intrigué dès leur première rencontre brillaient maintenant d'un éclat différent, mêlant lucidité et quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement, malgré la fièvre qui ne l'avait visiblement pas quitté. « Je me sens déjà mieux », dit-il avec un faible sourire. « L'eau chaude est un luxe dont on ne mesure la valeur que lorsqu'on en est privé. » Claire acquiesça, encore troublée par cette métamorphose. L'homme qui se tenait devant elle ne ressemblait en rien au sans-abri qu'elle avait recueilli. Il émanait de lui une présence,
une autorité naturelle qui contredisait totalement sa situation apparente. « Qui êtes-vous vraiment » ne put-elle s'empêcher de demander. Le sourire de Joseph s'effaça, remplacé par une expression indéchiffrable. « Ce soir, je suis simplement un vieil homme malade qui a eu la chance de croiser la route d'un ange de miséricorde, » répondit-il diplomatiquement. « Le reste importe peu. » Claire voulut insister mais fut interrompue par une nouvelle quinte de toux qui secoua violemment Joseph. Elle le guida vers la table où la soupe fumait dans 2 bols. « Mangez d'abord, » dit-elle. « Nous parlerons ensuite. » Le repas se déroula dans un silence relatif, ponctué seulement par le bruit de la pluie contre les fenêtres et les respirations laborieuses de Joseph. Claire l'observait discrètement, notant la façon dont il tenait sa cuillère, avec cette précision élégante qui évoquait davantage les salons feutrés que les rues détrempées, et la manière dont, malgré sa faiblesse évidente, il s'efforçait de maintenir une certaine tenue. Après le repas, elle l'installa confortablement sur le canapé, avec oreiller et couverture, puis sortit sa trousse médicale pour l'examiner plus formellement. « Vous avez une forte fièvre, 39,5 degrés T, et votre respiration est compromise, » diagnostiqua-t-elle après un examen méthodique. « Sans radiographie, je ne peux pas être certaine, mais tous les signes pointent vers une pneumonie. Vous avez besoin d'antibiotiques. »« Vous en avez » demanda simplement Joseph. Claire hésita. En tant qu'infirmière, elle n'était pas censée disposer d'antibiotiques en dehors du cadre hospitalier, ni les administrer sans prescription médicale. Mais elle gardait toujours chez elle une petite réserve de médicaments d'urgence. Une habitude qui frôlait l'illégalité, mais qui lui semblait justifiée par son isolement et les horaires imprévisibles de son travail. « Oui, » admit-elle finalement, « de l'amoxicilline. Ce devrait être efficace contre la plupart des bactéries responsables des pneumonies communautaires. Mais je préférerais vraiment que vous consultiez un médecin. Je vous fais confiance, Claire, » dit doucement Joseph. Plus qu'à n'importe quel médecin. Ce simple aveu la toucha inexplicablement. Elle alla chercher les médicaments et prépara la première dose, qu'elle lui tendit avec un grand verre d'eau. « Vous devez rester hydraté, » insista-t-elle. « La fièvre déshydrate et vous avez besoin de liquide pour éliminer les toxines. » Joseph obéit docilement, avalant les comprimés et buvant l'eau jusqu'à la dernière goutte. Puis il se laissa aller contre les oreillers, visiblement épuisé. « Reposez-vous maintenant, » dit Claire en remontant la couverture sur lui. « Je dormirai dans ma chambre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, n'hésitez pas à m'appeler. » Joseph la retint doucement par le poignet, alors qu'elle s'apprêtait à s'éloigner. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» demanda-t-il à nouveau, son regard fiévreux plongé dans le sien. Claire aurait pu répéter sa réponse précédente sur le devoir d'assistance, sur l'éthique professionnelle qui l'animait. Mais la question semblait appeler une honnêteté plus profonde. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle finalement. « Je ne me reconnais pas moi-même depuis que je vous ai rencontré. Je ne suis pas du genre impulsif. Je ne fais jamais confiance aux étrangers. Je garde toujours mes distances. Mais avec vous, c'est différent. C'est comme si je vous connaissais déjà d'une certaine façon. » Un sourire énigmatique traversa le visage fatigué de Joseph. « Peut-être que c'est le cas, » murmura-t-il mystérieusement avant de fermer les yeux, vaincu par l'épuisement. Claire resta un moment à l'observer, perturbée par ses propres sentiments contradictoires. L'inquiétude professionnelle pour cet homme manifestement très malade, la curiosité dévorante quant à sa véritable identité, et cette étrange impression de familiarité qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Elle vérifia une dernière fois sa température, constata avec soulagement qu'elle avait légèrement baissé, puis se retira dans sa chambre, laissant la porte entr'ouverte pour entendre si son patient l'appelait dans la nuit. Contrairement à ce qu'elle craignait, Claire s'endormit presque immédiatement, épuisée par sa longue journée de travail et les émotions inhabituelles de cette soirée. Ce fut la lueur grisâtre de l'aube qui la réveilla, filtrée par les rideaux de sa chambre. Pendant quelques secondes, Claire flotta dans cet état de confusion propre au réveil, se demandant pourquoi elle avait l'impression que quelque chose d'important s'était produit la veille. Puis tout lui revint d'un coup. La rencontre sous la pluie, le café, l'état de santé alarmant de Joseph, sa décision impulsive de le ramener chez elle. Elle se leva d'un bond soudain inquiète. Et si son état s'était aggravé pendant la nuit? Et si... Elle chassa cette pensée et se précipita vers le salon, encore en pyjama. Le canapé était vide. Les couvertures, soigneusement pliées, reposaient sur la coudoir avec l'oreiller par-dessus.
Aucune trace de Joseph. « Joseph » appela-t-elle, parcourant rapidement le petit appartement. Personne dans la salle de bain, personne dans la cuisine. Il était parti. Claire sentit une vague de déception l'envahir, suivie immédiatement d'une inquiétude sincère. Dans son état, où avait-il pu aller? Comment tiendrait-il sans traitement antibiotique complet? Elle remarqua alors une feuille de papier posée sur la table de la cuisine, maintenue en place par une tasse de café encore fumante. Intriguée, elle s'approcha et prit la note manuscrite. L'écriture, élégante et assurée, contrastait violemment avec l'image du sans-abri qu'elle avait recueillie la veille. « Chère Claire, pardonnez mon départ. Précipité, mais je ne pouvais abuser davantage de votre hospitalité. Votre gentillesse envers un inconnu a ravivé en moi une foi en l'humanité que je croyais perdue depuis longtemps. Sachez que la fièvre a considérablement baissé grâce à vos soins attentifs et je me sens déjà beaucoup mieux. Ne vous inquiétez pas pour moi, je saurai prendre soin de ma santé désormais. J'ai pris la liberté de préparer du café. J'espère qu'il sera encore chaud à votre réveil. Considérez-le comme un modeste geste de gratitude, en attendant de pouvoir vous remercier plus convenablement. Avec ma profonde reconnaissance, Joseph. » Claire relut plusieurs fois ces quelques lignes, comme si elle pouvait lui révéler davantage sur cet homme énigmatique. Puis elle porta la tasse à ses lèvres. Le café était parfait, ni trop fort, ni trop léger, avec une note subtilement épicée qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui était absolument délicieuse. Comment un homme qui vivait apparemment dans la rue pouvait-il connaître l'art de préparer un café aussi raffiné? Elle s'aperçut soudain que les antibiotiques avaient également disparu de la table où elle les avait laissés. Au moins, se consola-t-elle, il avait emporté son traitement. Cela témoignait d'une volonté de se soigner et c'était déjà ça. Le regard de Claire tomba alors sur sa montre. 7h30. Elle était en retard pour sa garde de 8h. Oubliant momentanément Joseph, elle se précipita sous la douche puis s'habilla en 4e vitesse. Ce ne fut qu'en enfilant sa veste qu'elle remarqua quelque chose d'anormal. Ses clés n'étaient pas à leur place habituelle dans le vide-poche de l'entrée. Un frisson d'inquiétude la parcourut. Joseph les avait-il prises? Mais pourquoi? Pour revenir plus tard et... Elle secoua la tête, refusant de céder à la paranoïa. L'homme qu'elle avait accueilli lui avait semblé digne de confiance, malgré les circonstances inhabituelles de leur rencontre. Sans doute avait-il simplement déplacé les clés par inadvertance en partant. Après quelques minutes de recherche frénétique, elle les retrouva sur le comptoir de la cuisine à côté de la cafetière. Simple coïncidence probablement. Rassurée, elle quitta son appartement et se dirigea vers l'hôpital d'un pas pressé. La journée à l'hôpital fut particulièrement éprouvante. Une épidémie de grippe saisonnière avait rempli les urgences de patients fébriles, et Claire n'eut pas une minute à elle. Pourtant, malgré la frénésie, l'image de Joseph revenait régulièrement hanter ses pensées. Où était-il maintenant? Avait-il trouvé un abri? Prenait-il correctement ses médicaments? « Tu es ailleurs aujourd'hui », lui fit remarquer Stéphanie, une collègue avec qui elle partageait généralement sa pause déjeuner. Il s'est passé quelque chose? Claire hésita. D'ordinaire, elle parlait peu de sa vie privée, préférant écouter les récits souvent hauts en couleur de la vie amoureuse mouvementée de Stéphanie. Mais aujourd'hui, elle ressentait le besoin de partager cette expérience étrange. « J'ai rencontré quelqu'un hier soir », commença-t-elle prudemment. Stéphanie, qui mordait dans son sandwich, s'arrêta net, les yeux soudain brillants d'intérêt. « Non, toi? Où ça? Comment? Il est comment? Raconte tout !» Claire rougit devant l'enthousiasme de sa collègue. « Pas ce genre de rencontre », précisa-t-elle rapidement. « C'était un sans-abri. Il était malade, je l'ai ramené chez moi pour le soigner. »« Tu as quoi ?» s'exclama Stéphanie, suffisamment fort pour attirer l'attention des tables voisines à la cafétéria. « Tu as laissé un clochard inconnu entrer chez toi? Toi, Claire Dufresne, la fille la plus prudente que je connaisse? Celle qui refuse systématiquement les rendez-vous arrangés parce qu'elle ne connaît pas suffisamment les hommes en question. C'est fou, admit Claire, gênée par la réaction, pourtant prévisible, de son amie. Mais il y avait quelque chose chez cet homme. Je ne saurais pas l'expliquer. Il n'était pas ce qu'il semblait être. C'est ce que disent toutes les victimes dans les reportages sur les tueurs en série, marmonna Stéphanie. Et alors, il a tenté de t'étrangler pendant la nuit? Bien sûr que non. Il est parti ce matin, avant mon réveil, en me laissant un mot de remerciement et en me préparant du café. « Du café !» répéta Stéphanie, incrédule. « Un SDF t'a préparé du café. Prochain épisode, il te cuisinera un soufflé au fromage. »
Claire sourit malgré elle. Je te dis qu'il n'était pas ordinaire. La façon dont il parlait, dont il se tenait, je suis sûr qu'il a connu une autre vie avant de se retrouver à la rue. Comme nous tous, philosopha Stéphanie. Mais sérieusement, Claire, c'était inconscient. Il aurait pu te faire du mal, te voler, n'importe quoi. Je sais, soupira Claire. Mais étrangement, je ne regrette pas. J'ai fait ce qui me semblait juste. Stéphanie la considéra un moment avec une expression indéchiffrable, puis son visage s'adoucit. Tu sais quoi? Je t'admire. Tu as toujours été la meilleure d'entre nous. Pas seulement comme infirmière, mais comme être humain. Tu as fait preuve de compassion quand la plupart d'entre nous auraient détourné le regard. Elle marqua une pause. Mais promets-moi que tu as changé tes serrures. Claire éclata de rire. Ce ne sera pas nécessaire. Je suis sûr que je ne le reverrai jamais. Mais au fond d'elle-même, elle n'était pas si certaine que cette affirmation la réjouissait. Le reste de la journée s'écoula dans la routine hospitalière et Claire finit par mettre de côté ses pensées concernant Joseph. Ce ne fut qu'en rentrant chez elle, vers 20 heures, fatiguée mais satisfaite d'une journée bien remplie, que l'étrange rencontre lui revint en mémoire. Elle gravit les 4 étages de son immeuble en pensant avec une pointe de mélancolie à la soirée solitaire qui l'attendait, comme toutes ses soirées, ou presque. À 32 ans, Claire menait une existence prévisible, organisée autour de son travail d'infirmière qu'elle adorait et de quelques loisirs solitaires. La lecture, le tricot, parfois une série sur son ordinateur portable. Les rares tentatives de ses amis pour la faire sortir de sa coquille, l'inviter à des fêtes, lui présenter des hommes, se soldèrent généralement par des échecs, Claire trouvant toujours une excuse pour se replier dans la sécurité de sa routine. Elle avait eu quelques relations, bien sûr, mais rien qui n'ait duré. Sa timidité, sa réserve naturelle, finissaient toujours par lasser ses partenaires, qui la quittaient en lui reprochant son manque d'enthousiasme, sa difficulté à se livrer, à s'abandonner. « Tu es une île, Claire », lui avait dit son dernier petit ami en partant. Une île magnifique mais inaccessible. Elle introduisit sa clé dans la serrure, perdue dans ses réflexions mélancoliques, puis se figea. Une odeur délicieuse s'échappait de son appartement. Quelqu'un était chez elle. Quelqu'un cuisinait chez elle. Son premier réflexe fut de reculer, de redescendre et d'appeler la police. Mais une intuition étrange la retint. Elle poussa doucement la porte, le cœur battant. « Bonsoir Claire », l'accueillit une voix désormais familière. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris quelques libertés avec votre cuisine, mais je tenais à vous remercier pour hier soir. » Joseph se tenait devant elle, méconnaissable. L'homme dépenaillé, malade, qu'elle avait recueilli sous la pluie avait complètement disparu. À sa place se tenait un homme élégant vêtu d'un costume sur mesure qui mettait en valeur sa silhouette mince mais athlétique. Ses cheveux gris, coiffés avec soin, encadraient un visage aux traits aristocratiques, marqué par les années mais toujours beau. Et ses yeux bleus délavés qui l'avaient tant intrigué, brillaient maintenant d'une vitalité renouvelée. Claire resta sur le seuil, incapable de prononcer un mot, son regard passant de l'homme à la table dressée, avec soin dans son petit salon. Une bouteille de vin rouge décantait à côté de 2 verres à pied en cristal qu'elle était certaine de ne pas posséder. 2 assiettes en porcelaine fine, pas les siennes non plus, attendèrent d'être servies. Et dans la cuisine, quelque chose mijotait dans une cocotte qu'elle ne reconnaissait pas, dégageant un arôme qui lui mit l'eau à la bouche. « Qu'est-ce que... Comment... Qui êtes-vous » balbutia-t-elle enfin. L'homme sourit, révélant des dents parfaites qui n'avaient certainement rien à voir avec les soins dentaires accessibles aux sans-abri. « Je me suis présenté hier comme Joseph, mais mon nom complet est Joseph Beaumont, » dit-il avec une légère inclinaison de la tête, « et je suis venu tenir ma promesse de vous remercier convenablement pour votre bonté. » Claire resta paralysée sur le seuil, incapable de franchir cette ligne invisible qui séparait le monde normal qu'elle connaissait de cette scène surréaliste qui se déroulait dans son propre appartement. Une partie d'elle-même hurlait au danger. Cet homme s'était introduit chez elle en son absence, avait apporté des objets, préparé un repas, tout cela sans permission. Une autre partie, cependant, était simplement stupéfaite par la métamorphose et curieuse de comprendre ce qui se passait vraiment. Joseph sembla percevoir son trouble. « Je comprends votre confusion, Claire, » dit-il doucement, « et je vous dois des explications. Mais peut-être pourriez-vous d'abord entrer et fermer la porte, à moins que vous ne préfériez que je m'en aille immédiatement, ce que je comprendrais parfaitement. » Il y avait dans sa voix une sincérité qui toucha Claire, et malgré l'étrangeté de la situation, elle ne se sentait pas menacée.
Après une brève hésitation, elle entra et referma la porte derrière elle. « Comment êtes-vous entré » demanda-t-elle, son ton plus curieux qu'accusateur. Joseph eut l'élégance de paraître embarrassé. « J'ai emprunté vos clés ce matin, le temps d'en faire un double. C'était terriblement présomptueux de ma part, j'en conviens. Mais je tenais absolument à vous remercier et je craignais que vous ne refusiez une invitation plus conventionnelle. » « Vous auriez pu simplement demander, » fit remarquer Claire, surprise par son propre calme face à cette violation flagrante de sa vie privée. « Auriez-vous accepté de dîner avec un homme que vous avez rencontré sous les traits d'un sans-abri et qui prétend soudain être quelqu'un d'autre ?» Claire réfléchit un instant. « Probablement pas, » admit-elle. « Mais ce n'est pas pour autant que... » « Je sais, » l'interrompit doucement Joseph. « Ce que j'ai fait est inexcusable. Je vous présente mes plus sincères excuses et je m'en irai sur le champ si vous le souhaitez. Mais si vous me le permettez, j'aimerais d'abord vous expliquer. » Claire hésita, partagée entre la curiosité dévorante et la prudence élémentaire. Finalement, la curiosité l'emporta, une victoire inhabituelle pour cette femme d'ordinaire si réservée. « D'accord, » concéda-t-elle, « mais je garde mon téléphone à portée de main et au moindre signe suspect, j'appelle la police. » Joseph inclina la tête, acceptant ces conditions. Rien de plus raisonnable. Il lui indiqua l'un des fauteuils du salon. « Peut-être pourrions-nous nous installer confortablement ? Je vous servirai un verre de vin si vous le permettez. » C'est un Pomerol de 2010, particulièrement réussi. Malgré elle, Claire fut impressionnée par cette connaissance œnologique qui confirmait ses soupçons. Cet homme n'avait rien d'un sans-abri ordinaire. Elle s'assit, accepta le verre qu'il lui tendait et attendit qu'il prenne place en face d'elle. « Je vais être direct, Claire, » commença Joseph après avoir pris une petite gorgée de vin. « Je ne suis pas celui que vous avez cru recueillir hier soir. Je ne suis pas un sans-abri. Je suis, disons, un homme qui cherchait à retrouver quelque chose d'essentiel qu'il avait perdu. »« Et qu'est-ce que c'était » demanda Claire, intriguée malgré sa méfiance. « La foi en l'humanité, » répondit simplement Joseph. « Voyez-vous, j'ai connu le succès très tôt dans ma vie. À 30 ans, j'avais déjà bâti un empire financier considérable. À 40, j'étais l'un des hommes les plus riches d'Europe, avec tout ce que cela implique. Le pouvoir, les privilèges, l'isolement. Surtout l'isolement. » Il fit tourner son vin dans son verre, observant les reflets rubis avec une expression songeuse. Au fil des années, j'ai vu tant de gens changer d'attitude à mon égard, non pas pour ce que j'étais, mais pour ce que je possédais. J'ai vu des amis d'enfance devenir obséquieux, des femmes feindre des sentiments par intérêt, des partenaires commerciaux dissimuler leurs véritables intentions derrière des sourires de façade. Petit à petit, j'ai perdu confiance, pas seulement dans les autres, mais aussi en moi-même. Comment savoir qui j'étais vraiment si personne ne me regardait jamais sans le filtre de ma fortune? Claire écoutait, fascinée malgré elle par ce récit qui ressemblait à un conte moral. « Il y a 3 mois, à l'approche de mes 60 ans, poursuivit Joseph, j'ai pris une décision radicale. J'ai confié la gestion quotidienne de mes entreprises à mon équipe dirigeante et j'ai disparu. Pas définitivement, bien sûr, juste assez longtemps pour mener une expérience. Je voulais savoir comment les gens me traiteraient, si j'étais invisible, si je n'étais plus Joseph Beaumont, le milliardaire, mais simplement un vieil homme sans ressources apparentes. Alors vous vous êtes déguisé en sans-abri, compléta Claire, commençant à comprendre, pour voir qui vous tendrait la main sans rien attendre en retour. Joseph acquiesça. Exactement. J'ai parcouru plusieurs villes de France, dormant dans des centres d'accueil, parfois dans la rue. J'ai observé, j'ai appris. J'ai vu le pire et le meilleur de l'humanité, surtout le pire, je dois l'admettre. L'indifférence, le mépris, parfois même la cruauté gratuite, jusqu'à ce que je vous rencontre. Il se pencha légèrement en avant, son regard bleu soudain intense. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente, Claire, après des semaines d'invisibilité sociale, d'être soudain vu, non pas comme un problème, une nuisance, ou un cas social, mais comme un être humain. Vous m'avez offert un café, une conversation, votre attention sincère. Puis, quand vous avez réalisé que j'étais malade, vous m'avez ouvert votre foyer sans hésitation. Cette générosité désintéressée, je ne l'avais pas rencontrée depuis si longtemps que j'avais presque oublié qu'elle existait. Claire rougit sous l'intensité de ce regard et de ces paroles. N'importe qui aurait fait la même chose, murmura-t-elle. Non, contredit fermement Joseph. Croyez-moi, Claire, ce n'est pas le cas. La plupart des gens m'ignoraient complètement. Certains se détournaient activement. D'autres faisaient semblant de ne pas me voir.
Vous êtes l'exception, pas la règle. » Un silence s'installa, pendant lequel Claire digéra ces révélations surprenantes. Dans sa tête, les pièces du puzzle s'assemblaient, l'élocution parfaite, les manières distinguées, cette impression constante que quelque chose ne collait pas dans l'image du sans-abri qu'il présentait. « Pourquoi me raconter tout cela maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Vous auriez pu simplement disparaître, retourner à votre vie. » Joseph sourit, un sourire légèrement triste, parce que votre acte de bonté méritait plus qu'une simple note de remerciement, parce que j'ai senti en vous une solitude qui faisait écho à la mienne, et peut-être, égoïstement, parce que j'espérais une chance de vous connaître davantage en tant que Joseph Beaumont cette fois. Cette dernière phrase, prononcée avec une vulnérabilité qui semblait authentique, toucha Claire plus qu'elle ne l'aurait voulu. Cet homme, malgré sa richesse et son statut, semblait aussi perdu qu'elle dans certains aspects fondamentaux de l'existence. « Et le repas » demanda-t-elle, désignant la table dressée avec élégance. « Ah, ça !» Joseph eut un petit rire. « C'est un coq au vin préparé selon la recette de ma grand-mère, une autre façon de vous remercier. Cuisiner a toujours été une passion secrète pour moi, un des rares domaines où l'argent ne peut pas vraiment acheter le talent. » Claire surprit son propre reflet dans le miroir du salon. Elle souriait. Malgré l'absurdité de la situation, malgré toutes les sonnettes d'alarme qui auraient dû retentir dans son esprit, elle souriait à cet homme qui avait bouleversé sa routine bien ordonnée. « Très bien, monsieur Beaumont, » dit-elle, décidant soudain de se laisser porter par cette étrange aventure. « J'accepte votre dîner de remerciement, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda-t-il, visiblement soulagé qu'elle ne l'ait pas mise à la porte. « Que vous me racontiez votre vraie histoire pendant le repas. Pas le conte de fées du milliardaire au grand cœur qui teste l'humanité, mais l'histoire réelle de Joseph Beaumont. » Une lueur d'admiration traversa le regard de l'homme. « Vous êtes perspicace, Claire. J'aurais dû m'en douter. » « Très bien, marché conclu. La vérité contre un dîner. » Il se leva et lui tendit galamment la main pour l'aider à se lever à son tour. « Le repas est prêt et je serais désolé qu'il refroidisse. Après vous, mademoiselle Dufresne. » Le dîner qui suivit fut l'un des moments les plus étranges, mais aussi les plus captivants de la vie de Claire. Le coq au vin était absolument divin, tendre, savoureux, avec un équilibre parfait entre les épices. Mais plus remarquable encore fut le récit que Joseph déroula tout au long du repas, répondant avec une honnêteté désarmante à chacune des questions de Claire. Il lui raconta son enfance dans une famille modeste de Lyon, où son père était cheminot et sa mère institutrice. Comment, jeune prodige des mathématiques, il avait obtenu une bourse pour étudier à Polytechnique. Comment ses algorithmes financiers révolutionnaires lui avaient permis de fonder sa première entreprise à 24 ans, puis de la développer en un conglomérat international. Il ne cacha rien des sacrifices personnels que cette ascension avait exigés, les amitiés négligées, les relations amoureuses avortées, les années passées à travailler 16 heures par jour. Il évoqua avec une candeur surprenante sa brève période d'excès, yachts, jets privés, palaces, avant de réaliser le vide que tout ce luxe ne parvenait pas à combler. Le plus grand paradoxe de la richesse, confia-t-il en servant le dessert, une tarte tatin faite maison qui fondait littéralement en bouche, c'est qu'elle peut vous donner accès à tout, sauf à l'essentiel. La confiance véritable, l'amitié désintéressée, l'amour sincère. Claire hocha lentement la tête. Elle, qui n'avait jamais connu l'opulence, comprenait pourtant parfaitement ce qu'il voulait dire. Sa timidité avait créé autour d'elle une barrière similaire, la privant de connexion authentique, la maintenant dans une solitude confortable mais vide. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Après cette expérience, que comptez-vous faire ?» Joseph reposa sa fourchette et la regarda droit dans les yeux. « C'est précisément la question que je me pose, Claire. Retourner simplement à ma vie d'avant me semble impossible après ce que j'ai vécu, après vous avoir rencontré. Mais je n'ai pas encore trouvé la réponse. » Il y avait dans son regard une franchise, une vulnérabilité qui troubla profondément Claire. Cet homme, malgré son pouvoir et sa fortune, semblait véritablement à la croisée des chemins, cherchant un sens à son existence comme n'importe quel être humain. « Et vous, Claire ?» poursuivit-il, renversant doucement les rôles. « Qu'est-ce qui vous a mené à cette vie si organisée mais si solitaire? Car vous êtes seule, n'est-ce pas? Malgré votre gentillesse, votre beauté, votre intelligence ?» Claire baissa les yeux, soudain gênée par cette question directe qui touchait à sa propre vulnérabilité. «
Habituellement, elle aurait éludé, changé de sujet, dressé ses défenses habituelles. Mais quelque chose dans l'atmosphère de cette soirée inhabituelle, dans la sincérité avec laquelle Joseph s'était livré, l'incita à répondre honnêtement. « J'ai toujours été timide », admit-elle doucement. Plus que timide, en fait, socialement anxieuse. Enfant, j'avais du mal à lever la main en classe, même quand je connaissais la réponse. Adolescente, les fêtes étaient un supplice, les présentations une torture. À l'école d'infirmière, j'excellais académiquement, mais je luttais dans toutes les situations sociales. Elle fit tourner le fond de vin dans son verre, évitant le regard de Joseph. Le paradoxe, c'est que j'adore les gens. J'aime les soigner, les écouter, les aider. Mais dès qu'il s'agit de m'ouvrir à eux, de partager qui je suis vraiment, c'est comme si un mur invisible se dressait. D'où le choix de la profession d'infirmière. Compléta doucement Joseph. Un rôle clairement défini, où vous pouvez vous consacrer aux autres sans avoir à trop vous exposer personnellement. Claire leva les yeux, surprise par cette compréhension intuitive. Exactement. En uniforme, je sais qui je suis. Ce qu'on attend de moi, c'est plus simple. Et les relations amoureuses ? Demanda Joseph avec délicatesse. Claire rougit légèrement. Quelques tentatives, toutes soldées par des échecs. Je suis trop réservé, apparemment. Trop difficile à connaître, vraiment. Elle fut surprise de la facilité avec laquelle ses aveux personnels franchissaient ses lèvres. Peut-être était-ce le vin ou l'atmosphère intime de ce dîner inattendu. Ou peut-être était-ce simplement le regard de Joseph, attentif, respectueux, dénué de jugement. « C'est fascinant », murmura-t-il. « Nous sommes si différents, et pourtant si semblables. Moi, isolé par ma fortune. Vous, par votre timidité. Tous deux capables de grandes choses professionnellement, mais hésitant dans les relations humaines les plus simples. » Claire médita cette observation pertinente. C'était vrai. Malgré tout ce qui les séparait en apparence, ils partageaient cette même solitude fondamentale, ce même désir inassouvi de connexion authentique. « Qu'allons-nous faire de cette prise de conscience, monsieur Beaumont ?» demanda-t-elle, un sourire timide effleurant ses lèvres. Joseph sourit en retour, ses yeux bleus pétillant d'une lueur nouvelle. « Je n'en suis pas certain. Mademoiselle Dufresne, mais j'aimerais beaucoup l'explorer davantage, si vous me le permettez. » Il y avait dans sa voix une question non formulée, une invitation à poursuivre cette rencontre improbable au-delà de ce soir. Claire sentit son cœur s'accélérer légèrement. Une partie d'elle-même, la partie prudente, rationnelle, habituée à la routine sécurisante, lui conseillait de décliner poliment, de retourner à sa vie tranquille et prévisible. Mais une autre partie, celle qui l'avait poussée à aborder Joseph sous la pluie la veille, celle qui l'avait incité à l'inviter chez elle, murmurait qu'il y avait peut-être dans cette rencontre extraordinaire une opportunité unique de briser le cycle de sa solitude. « Je travaille demain, » dit-elle finalement, « mais je suis libre vendredi soir. » Le visage de Joseph s'illumina d'un sourire qui semblait effacer instantanément 10 ans de son âge. « Vendredi soir sera parfait. Cette fois, permettez-moi de vous inviter quelque part. Connaissez-vous ? Le restaurant La Terrasse ?» Claire écarquilla les yeux. « Le restaurant étoilé sur les hauteurs de la ville ? Bien sûr que je le connais, mais je n'y ai jamais mis les pieds. C'est hors de ma portée. Plus maintenant, » dit simplement Joseph. « À moins que vous ne préfériez un cadre plus intime. Je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise. » Claire réfléchit un instant. L'idée de dîner dans un restaurant aussi prestigieux l'intimidait. Certes, toutes ces règles d'étiquette, ces regards évaluateurs, mais n'était-ce pas précisément le genre de défi qu'elle devait relever pour sortir de sa zone de confort? « La terrasse sera parfait, » décida-t-elle avec une assurance qui la surprit elle-même, à condition que vous ne vous attendiez pas à ce que je distingue un château Margaux d'un Bordeaux ordinaire. Joseph éclata d'un rire chaleureux. « Je vous promets de ne pas vous faire passer d'examen œnologique. Disons 20 heures ?»« 20 heures, » confirma Claire. Ils terminèrent le repas dans une conversation plus légère, évoquant leur goût littéraire. Ils partageaient une passion pour Camus, musicaux, lui le jazz classique, elle la chanson française, et cinématographique, un terrain où ils divergeaient joyeusement. Il était presque minuit lorsque Joseph se leva finalement pour prendre congé. « Ce fut une soirée mémorable, » dit-il, en reprenant son manteau. « Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire avec tant d'ouverture d'esprit et de m'avoir partagé un peu de la vôtre. Merci pour ce repas extraordinaire, » répondit Claire, « et pour votre honnêteté. » Un moment de silence s'installa entre eux. Non pas un silence gêné, mais plutôt expectatif.
comme si chacun attendait que l'autre fasse un geste, dise un mot qui définirait la nature exacte de ce qui venait de se passer entre eux. Finalement, Joseph se pencha et déposa un léger baiser sur la joue de Claire. Un contact bref mais troublant qui la fit rougir malgré elle. « À vendredi, Claire » murmura-t-il. « À vendredi, Joseph » répondit-elle dans un souffle. Après son départ, Claire resta un long moment immobile au milieu de son salon, touchant distraitement sa joue là où les lèvres de Joseph s'étaient posées. Son appartement semblait étrangement vide maintenant, comme si la présence de cet homme l'avait temporairement agrandi, illuminé, avant de laisser un vide perceptible en partant. Avec des gestes mécaniques, elle commença à débarrasser la table, puis s'arrêta en réalisant que Joseph avait déjà tout nettoyé dans la cuisine. La vaisselle était propre et rangée, les surfaces immaculées. Seuls les verres à vin et les assiettes à dessert qu'ils venaient d'utiliser restaient à laver. En préparant son thé du soir, une habitude dont elle ne dérogeait jamais avant de se coucher, Claire tenta de remettre de l'ordre dans ses pensées. Que venait-il de se passer exactement? Avait-elle accepté un rendez-vous romantique avec un homme qu'elle connaissait à peine, qui s'était introduit chez elle sous un faux prétexte et qui, de son propre aveu, était habitué à manipuler son environnement pour obtenir ce qu'il voulait? Ou avait-elle simplement saisi une occasion de connexion authentique avec quelqu'un qui semblait vraiment la voir, la comprendre, malgré, ou peut-être grâce à, leurs différences évidentes de statut et d'expérience de vie? Elle ne savait pas encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, Claire s'endormit ce soir-là avec un sentiment d'anticipation plutôt que de résignation face au jour suivant. Les 2 jours qui la séparaient de son rendez-vous avec Joseph passèrent à une lenteur exaspérante. Au travail, Claire effectuait ses tâches avec son efficacité habituelle, mais son esprit revenait constamment à leur conversation, aux révélations surprenantes de la soirée, à l'étrange connexion qu'elle avait ressentie avec cet homme. « Alors, des nouvelles de ton SDF ?» lui demanda Stéphanie lors de leur pause déjeuner du jeudi, visiblement curieuse mais s'efforçant de paraître désinvolte. Claire hésita. Une partie d'elle voulait garder cette histoire pour elle-même, comme un secret précieux, une expérience trop fragile pour être exposée au regard des autres. Mais elle savait aussi que Stéphanie s'inquiétait sincèrement pour elle. « Il est revenu », admit-elle finalement, « et il n'est pas du tout ce qu'il semblait être. » En quelques phrases concises, elle résuma la transformation de Joseph et ses explications, omettant délibérément les aspects les plus personnels de leur conversation et leur rendez-vous prévu pour le lendemain. « Attends », l'interrompit Stéphanie, les yeux écarquillés. « Tu es en train de me dire que ton clochard est en réalité Joseph Beaumont? Le Joseph Beaumont? Le fondateur de Botech Investments? L'homme qui a révolutionné la finance algorithmique ?» Claire la regarda avec surprise. « Tu le connais? »« Bien sûr que je le connais. Enfin, pas personnellement, mais tout le monde dans le monde des affaires connaît Joseph Beaumont. Il est, je ne sais pas, comme Steve Jobs, Warren Buffett et George Clooney combinés, mais en version française. » Stéphanie sortit frénétiquement son téléphone et tapa quelque chose. « Tiens, regarde. » Elle lui montra l'écran où s'affichait la photo d'un homme en costume élégant lors d'une conférence économique. C'était bien Joseph, peut-être quelques années plus jeune, mais indéniablement lui. Ce même regard pénétrant, cette même posture assurée. Il a disparu des radars il y a quelques mois, poursuivit Stéphanie, faisant défiler plusieurs articles. Les médias spéculaient sur une retraite anticipée, des problèmes de santé ou même une opération secrète de fusion-acquisition. Personne ne savait qu'il jouait les SDF à Saint-Étienne. Claire fixait la photo, troublée par cette confirmation de l'identité de Joseph. Une chose était d'entendre son récit, une autre de voir la preuve tangible de son statut, de sa notoriété. « Tu te rends compte de ce que ça signifie ?» s'exclama Stéphanie, qui semblait maintenant survoltée. « Cet homme pourrait changer ta vie. Il pourrait... » « Il n'est pas question de ça, » l'interrompit Claire avec une fermeté inhabituelle. « Je ne veux pas qu'il change ma vie. Je ne veux pas de son argent ou de son influence. Mais enfin, Claire, une opportunité pareille n'est pas une opportunité si elle ne correspond pas à ce que je cherche vraiment, » compléta Claire. Joseph est intéressant, complexe. Je veux mieux le connaître pour qui il est, pas pour ce qu'il possède. Stéphanie la dévisagea comme si elle venait de lui annoncer qu'elle envisageait sérieusement une carrière d'astronaute. « Tu es vraiment unique, tu sais ça? N'importe quelle autre femme serait en train de calculer la taille du diamant qu'elle pourrait obtenir. Alors je suppose que je ne suis pas n'importe quelle femme, sourit Claire, et je pense que c'est précisément ce qui l'intéresse chez moi.
Cette réalisation, formulée à voix haute pour la première fois, lui donna une étrange confiance en elle-même. Si Joseph Beaumont, avec tout ce qu'il avait vu et vécu, trouvait quelque chose de précieux en elle, Claire Dufresne, simple infirmière timide, peut-être y avait-il effectivement en elle plus de valeur qu'elle ne l'avait jamais cru. Le vendredi arriva enfin, et avec lui une crise d'angoisse vestimentaire comme Claire n'en avait jamais connue. Son placard, habituellement parfaitement adéquate pour sa vie simple, lui semblait soudain cruellement dépourvu d'options appropriées pour un dîner dans qu'un restaurant étoilé. Après avoir essayé et rejeté pratiquement chaque tenue qu'elle possédait, elle opta finalement pour la seule robe de cocktail qu'elle avait, une robe noire, simple mais élégante, qu'elle avait achetée pour le mariage d'une cousine 2 ans auparavant et n'avait jamais reportée depuis. Elle compléta l'ensemble avec des escarpins noirs, légèrement inconfortables mais indéniablement élégants, une paire de boucles d'oreilles en argent héritées de sa grand-mère et un léger maquillage qui mettait en valeur ses yeux noisettes. En se regardant dans le miroir, Claire fut surprise par son reflet. Ce n'était pas qu'elle se trouvait soudain extraordinairement belle, elle se savait jolie d'une manière discrète, sans être éblouissante, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, une sorte d'anticipation lumineuse qui illuminait son visage de l'intérieur. À exactement 19h58, la sonnette retentit. Claire prit une profonde inspiration, attrapa son petit sac à main et alla ouvrir. Joseph se tenait sur le palier, vêtu d'un costume bleu nuit parfaitement coupé qui soulignait sa silhouette élancée. Il tenait à la main un bouquet de pivoine rose. Pas des roses classiques, mais ces fleurs généreuses et parfumées que Claire avait un jour mentionnées comme étant ses préférées durant leur conversation. « Vous êtes magnifique », dit-il simplement, son regard appréciateur mais respectueux. « Merci », répondit Claire, rougissant légèrement. « Vous êtes très élégant vous-même. »« Ces fleurs sont pour vous, » dit-il en lui tendant le bouquet. « J'ai pensé qu'elles vous ressemblaient, délicates mais résistantes, complexes mais sans prétention. » Touchée par cette attention et cette comparaison poétique, Claire accepta les fleurs avec un sourire. « Comment vous souvenez-vous que ce sont mes préférés? Je l'ai à peine mentionné. »« J'ai tendance à retenir ce qui est important, » répondit-il simplement. Claire mit les fleurs dans un vase, ferma soigneusement son appartement et ils descendirent ensemble. Au lieu de la voiture de luxe avec chauffeur à laquelle elle s'attendait, Joseph lui indiqua une élégante Citroën DS Vintage, d'un bleu profond. « Vous conduisez vous-même » s'étonna Claire. « Aussi souvent que possible », confirma Joseph en lui ouvrant galamment la portière. « C'est l'un des rares moments où je me sens vraiment libre. Pas d'assistant, pas de chauffeur qui écoute chaque mot, pas de téléphone qui sonne constamment. Juste moi, la route est maintenant votre compagnie. » Le trajet jusqu'au restaurant fut agréable, ponctué d'une conversation légère sur leurs journées respectives. Joseph conduisait avec une assurance tranquille, maniant la voiture ancienne avec une aisance qui témoignait d'une longue pratique. La terrasse méritait bien son nom. Situé sur les hauteurs de Saint-Étienne, le restaurant offrait une vue spectaculaire sur la ville illuminée. L'établissement lui-même était un chef-d'œuvre d'architecture contemporaine, tout en verre et en lignes épurées, comme suspendu entre ciel et terre. Dès leur arrivée, Claire constata la déférence avec laquelle Joseph était accueilli. Le voiturier s'empressa de prendre les clés de la Citroën avec un respect presque révérentiel. Le maître d'hôtel s'avança immédiatement, s'inclinant légèrement. « Monsieur Beaumont, quel plaisir de vous revoir parmi nous. Votre table vous attend, comme toujours. » Il fut reconduit à la meilleure table du restaurant, isolée dans un coin de la terrasse, offrant à la fois intimité et vue imprenable. Un sommelier apparut presque instantanément, présentant une carte des vins à Joseph, qui la consulta brièvement avant de murmurer quelques mots que Claire n'entendit pas. « Est-ce toujours comme ça ?» demanda-t-elle à voix basse lorsqu'ils furent seuls. Joseph eut un sourire légèrement embarrassé. « Je crains que oui. C'est l'un des aspects les moins agréables de la notoriété, cette déférence obséquieuse qui transforme chaque interaction en un rituel codifié. » Il la regarda avec une expression plus sérieuse. « Cela vous met-il mal à l'aise ?» Claire réfléchit à la question. « Pas exactement mal à l'aise. C'est plutôt étrange. Comme si nous étions soudain dans des mondes différents, alors qu'il y a 2 jours dans mon appartement nous semblions si égaux, compléta Joseph. « Oui, » admit Claire. « Je me demande si c'est possible de maintenir cette égalité quand tout, autour de nous, souligne constamment la différence de nos situations. »
Joseph considéra cette réflexion avec un sérieux qui toucha Claire. Il ne cherchait pas à minimiser ses préoccupations ou à les balayer d'un revers de main, comme tant d'hommes l'auraient de fait. « C'est une question pertinente, dit-il finalement, et je n'ai pas de réponse toute faite. Mais je peux vous dire ceci. Dans ma vie, j'ai rencontré des présidents, des monarques, des célébrités mondiales, des génies scientifiques. Aucun d'eux ne m'a jamais fait sentir cette connexion immédiate, cette reconnaissance d'âme que j'ai ressentie avec vous sous cette averse. L'argent, le pouvoir, le statut, tout cela crée effectivement des asymétries dans le monde extérieur, mais il ne détermine pas qui nous sommes vraiment, au plus profond de nous-mêmes. » Ses yeux bleus cherchèrent les siens, intenses et sincères. « La vraie question est, pouvez-vous voir l'homme au-delà du milliardaire, comme vous avez vu l'humain au-delà du sans-abri ?» Cette question directe ébranla Claire. Elle était juste, profondément juste. N'était-ce pas exactement le défi qui se présentait à elle, voir Joseph pour qui il était vraiment, au-delà des apparences, qu'elle soit misérable ou opulente? « J'essaierai, » promit-elle doucement. « Si vous me promettez en retour de toujours rester aussi authentique que vous l'avez été dans mon petit appartement. »« Marché conclu, » sourit Joseph, levant son verre d'eau pour un toast symbolique. Le sommelier revint avec une bouteille de vin blanc qu'il présenta respectueusement à Joseph. Après les rituels d'ouverture et de dégustation, 2 verres furent servis. « C'est un Condrieu », expliqua Joseph en voyant l'expression curieuse de Claire. « Un vin de la vallée du Rhône, fait à partir du cépage Viognier. J'ai pensé qu'il vous plairait. Il est complexe mais accessible, avec des notes de pêche et d'abricot et une touche de miel, comme une personne réservée qui révèle progressivement sa richesse intérieure. » Claire prit une petite gorgée et fut surprise par l'explosion de saveurs qui se déploya sur son palais, exactement comme Joseph l'avait décrit. « C'est merveilleux, » admit-elle. « Bien meilleur que les vins de supermarché auxquels je suis habitué. »« Le vin est comme les gens, » philosopha Joseph. « Les plus intéressants sont souvent ceux qui ne révèlent pas immédiatement tous leurs secrets. » Le dîner qui suivit fut une expérience gastronomique comme Claire n'en avait jamais connue. Chaque plat était une œuvre d'art visuel autant que gustative, des saveurs qu'elle n'avait jamais imaginées, des combinaisons surprenantes qui fonctionnaient mystérieusement à la perfection. Mais plus mémorable encore fut la conversation. Joseph avait ce don rare d'être à la fois un excellent conteur et un auditeur attentif. Il partageait des anecdotes fascinantes sur ses rencontres avec des personnalités mondiales, ses voyages dans des pays lointains, ses succès et ses échecs entrepreneuriaux. Mais il s'intéressait tout autant aux récits plus modestes de Claire, ses patients mémorables, ses petites victoires quotidiennes à l'hôpital, ses rêves mis en suspens. « Vous n'avez jamais envisagé de devenir médecin ?» demanda-t-il à un moment donné. « Avec votre intelligence et votre sensibilité, vous auriez fait une praticienne remarquable. » Claire secoua la tête. « Je préfère mon rôle d'infirmière. Les médecins diagnostiquent et prescrivent, puis passent aux patients suivants. Les infirmières accompagnent, soulagent, réconfortent. Nous sommes là dans les moments les plus vulnérables, les plus intimes. C'est une forme différente de soin, mais tout aussi essentielle. » Joseph hocha la tête, visiblement impressionné par cette réponse. « C'est exactement ce que j'admire chez vous, Claire. Cette capacité à voir la valeur là où d'autres ne voient que hiérarchie et statut, à reconnaître l'importance de ce qui semble ordinaire aux yeux du monde. » Le dessert, une création aérienne autour de la framboise et du chocolat blanc, venait d'être servi lorsque Joseph aborda un sujet plus personnel. « Claire, je vais être direct, » commença-t-il, son expression soudain plus sérieuse. « Ces derniers jours ont été révélateurs pour moi. Notre rencontre, aussi improbable soit-elle, me semble porteuse d'un sens que je ne peux ignorer. » Claire sentit son cœur s'accélérer légèrement. Où voulait-il en venir? « Je dois retourner à Paris dimanche, » poursuivit-il. « Mes responsabilités m'y attendent, et j'ai suffisamment prolongé mon expérience sociale. » Il fit une pause, cherchant visiblement ses mots, une hésitation rare chez cet homme habituellement si éloquent. « Je me demandais si vous accepteriez de venir avec moi. » Claire resta bouche bée. « À Paris, ce dimanche ?»« Juste pour quelques jours, » précisa rapidement Joseph. « Je possède un appartement où vous auriez toute l'intimité nécessaire. Je voudrais vous montrer mon monde, comme vous m'avez montré le vôtre, sans aucune obligation ni attente, je vous assure. » Claire sentit un tourbillon d'émotions contradictoires l'envahir. L'excitation à l'idée de découvrir Paris, cette ville qu'elle n'avait visitée qu'une fois, brièvement, lors d'une sortie scolaire.
La curiosité de voir comment vivait réellement Joseph Beaumont, mais aussi l'appréhension de quitter sa zone de confort, de s'aventurer dans un univers qui lui était totalement étranger, et une certaine méfiance. N'était-ce pas trop rapide, trop intense? Je comprends votre hésitation, dit doucement Joseph, lisant son trouble sur son visage. C'est beaucoup demandé, je le sais. Si vous préférez, nous pouvons simplement profiter de cette soirée et du week-end, puis je vous donnerai mes coordonnées avant de partir. Vous pourrez me contacter quand vous vous sentirez prête, si jamais vous le souhaitez. Il y avait dans cette alternative une porte de sortie élégante, une façon de maintenir le contact, sans précipiter les choses. La prudence dictait à Claire de l'accepter, de prendre le temps de réfléchir, d'évaluer ce qu'elle ressentait vraiment pour cet homme qu'elle connaissait depuis si peu de temps. Mais alors qu'elle s'apprêtait à répondre dans ce sens, une pensée la frappa soudain. Combien de fois dans sa vie avait-elle refusé des opportunités par peur de l'inconnu? Combien d'expériences avait-elle manqué par excès de prudence? Combien de connexions potentielles avait-elle laissées s'évanouir parce qu'elle n'osait pas faire le premier pas hors de sa routine bien établie? D'accord, dit-elle, surprenant Joseph autant qu'elle-même. J'accepte de venir à Paris, mais à deux conditions. Joseph haussa les sourcils, visiblement intrigué. Je vous écoute. Premièrement, je veux payer mon propre billet de train. Elle leva la main pour couper court à ses protestations. C'est non négociable. Je ne veux pas me sentir acheté d'une manière ou d'une autre. Joseph sembla vouloir argumenter puis acquiesça. Je respecte votre indépendance. Et la deuxième condition? Claire prit une profonde inspiration. Je veux que nous prenions le temps de réellement nous connaître. Pas de précipitation physique ou émotionnelle. Je ne cherche pas une aventure, Joseph. Je ne suis pas sûr de ce que je cherche exactement, mais ce n'est pas ça. Un sourire lent, empreint d'une admiration non dissimulée, éclaira le visage de Joseph. Claire Dufresne, vous êtes décidément une femme remarquable. J'accepte vos conditions sans réserve. Mon intérêt pour vous va bien au-delà d'une simple attraction physique, même si son regard se fit momentanément plus intense. Même si je serais malhonnête en prétendant qu'elle n'existe pas. Cette admission franche fit monter le rouge aux joues de Claire, mais elle apprécia sa franchise. Trop d'hommes auraient joué la carte de l'ami désintéressé, tout en nourrissant des attentes inavouées. Alors c'est décidé, conclut-elle, ignorant les battements erratiques de son cœur. Je viendrai à Paris dimanche. Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère étrangement allégée, comme si cette décision avait dissipé une tension sous-jacente. Ils savourèrent leur dessert, partagèrent un café et contemplèrent les lumières de la ville en contrebas tout en discutant de leurs livres préférés et de leur philosophie de vie. Lorsque Joseph la raccompagna à son appartement, tard dans la nuit, il y eut un moment de flottement sur le palier. Cette hésitation universelle entre deux personnes qui ne savent pas exactement comment conclure une soirée chargée d'émotions et de promesses implicites. « Merci pour cette soirée merveilleuse », dit doucement Claire. « C'était tout simplement parfait. Le plaisir était entièrement mien, » répondit Joseph. « Je passerai vous prendre demain vers midi, si cela vous convient. J'aimerais vous montrer quelque chose. » « Quelque chose à Saint-Étienne » s'étonna Claire. « Je pensais connaître la ville comme ma poche. Parfois, les trésors les plus précieux sont cachés à la vue de tous, » sourit mystérieusement Joseph. « À demain, Claire. » Il se pencha et déposa un baiser léger sur sa joue, exactement comme la dernière fois, mais quelque chose avait changé. Une tension subtile, une promesse silencieuse qui fit frissonner Claire jusque dans ses orteils. « À demain, Joseph » murmura-t-elle avant d'entrer et de refermer la porte, le cœur battant, comme celui d'une adolescente après son premier rendez-vous. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Claire tenta de mettre de l'ordre dans ses pensées et ses émotions. Ce qui se passait entre elle et Joseph défiait toute logique, tout schéma conventionnel. En l'espace de quelques jours, sa vie paisible et ordonnée avait basculé dans un tourbillon d'émotions et de possibilités qu'elle n'aurait jamais imaginées. Qui était-elle? Vraiment cette Claire qui acceptait d'accompagner à Paris un homme qu'elle connaissait à peine? Était-ce toujours elle, la timide infirmière qui évitait les regards et les conversations prolongées? Ou était-elle en train de devenir quelqu'un d'autre? Quelqu'un de plus audacieux, de plus ouvert aux surprises de la vie? Elle s'endormit sur ces questions sans réponse, bercée par le souvenir du regard bleu de Joseph et la chaleur persistante de son baiser sur sa joue. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec un mélange d'excitation et d'anxiété. Que lui réservait cette journée?
Et ce voyage à Paris qu'elle avait accepté dans un moment d'audace inhabituelle, était-ce vraiment raisonnable? À midi précis, la sonnette retentit. Joseph se tenait sur le seuil, vêtu plus simplement que la veille, un jean de bonne coupe, une chemise bleu ciel et une veste en cuir souple qui lui donnait un air étonnamment juvénile malgré ses cheveux gris. « Prête pour l'aventure » demanda-t-il avec un sourire qui creusait des fossettes charmantes au coin de ses lèvres. « Quelle aventure exactement » s'enquit Claire, à la fois méfiante et amusée. « Si je vous le disais, ce ne serait plus une surprise » répliqua-t-il. « Juste une suggestion. Portez des chaussures confortables. Nous allons marcher un peu. » Claire enfila des ballerines, prit un gilet léger et suivit Joseph jusqu'à sa voiture. Contrairement à la veille, il conduisit vers l'extérieur de la ville, empruntant des routes secondaires qui s'élevaient progressivement dans les collines environnantes. « Je ne savais pas que vous connaissiez si bien les environs », remarqua Claire, surprise par l'assurance avec laquelle il naviguait dans ce labyrinthe de petites routes. « J'ai vécu à Saint-Étienne il y a très longtemps », révéla Joseph. « Avant de partir pour Paris et de fonder mon entreprise, c'était pendant mes études à l'école des mines. » « Vraiment ? Je l'ignorais. » Cette information établissait soudain un lien tangible entre Joseph et sa ville, le rendant moins étranger, plus réel. « Il y a beaucoup de choses que vous ignorez encore à mon sujet, Claire, » dit-il avec un petit sourire énigmatique, « tout comme j'ai certainement encore beaucoup à découvrir sur vous. » Après environ 30 minutes de route, Joseph s'engagea sur un chemin de terre qui semblait se perdre dans une forêt de chênes et de hêtres. Il se gara dans une clairière discrète où 3 autres voitures étaient déjà stationnées. « Nous y sommes », annonça-t-il. Claire regarda autour d'elle, perplexe. Il n'y avait rien de spécial à voir, juste des arbres, des buissons et un sentier à peine visible qui s'enfonçait dans les bois. « Faites-moi confiance », dit Joseph en lui tendant la main. Claire hésita un instant, puis la prit. Sa main était chaude, solide, rassurante. Ensemble, ils s'engagèrent sur le sentier qui serpentait entre les arbres centenaires. Le soleil filtrait à travers les feuillages, créant des motifs mouvants de lumière et d'ombre sur le sol tapissé de mousse et de feuilles mortes. L'air était empli du chant des oiseaux et du bruissement léger du vent dans les branches. Après environ 15 minutes de marche, Claire commençait à se demander où Joseph l'emmenait exactement, lorsque le sentier déboucha soudain sur une surprenante clairière, suspendue. Il se trouvait au bord d'une falaise, qui offrait une vue spectaculaire sur la vallée en contrebas. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Claire, c'était la petite structure qui se dressait là, une chapelle romane en pierre dorée, patinée par les siècles, nichée parfaitement dans ce cadre naturel, comme si elle en avait toujours fait partie. La chapelle Saint-Michel d'Aiguille, présenta doucement Joseph. 12e siècle, un des secrets les mieux gardés de la région. Claire contempla le petit édifice avec émerveillement. Il était d'une simplicité parfaite, des proportions harmonieuses, des pierres assemblées avec un art qui avait traversé les siècles, une porte en bois sombre, discrètement ornée de ferronneries anciennes. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « Comment connaissez-vous cet endroit ?»« Je l'ai découvert par hasard lors d'une randonnée quand j'étais étudiant », expliqua Joseph. « J'y venais souvent pour réfléchir, lire, parfois simplement contempler la vue. C'était mon refuge, mon secret. » Il marqua une pause, son regard perdu vers l'horizon. « Dans les moments difficiles de ma vie, et il y en a eu, malgré les apparences, j'ai souvent pensé à cet endroit. Sa simplicité, sa permanence, sa façon de rappeler que nos soucis sont éphémères face à l'échelle du temps. » Claire sentit l'émotion sous-jacente dans sa voix. C'était un cadeau qu'il lui faisait, non pas matériel, mais infiniment plus précieux. Il partageait avec elle un lieu qui avait nourri son âme, un fragment de son histoire personnelle. « Merci de m'avoir amené ici », dit-elle simplement. Joseph lui adressa un regard où la gratitude se mêlait à quelque chose de plus profond. « Peu de gens connaissent cet aspect de moi », admit-il. « L'homme d'affaires, le financier, le milliardaire excentrique, ce sont les facettes que le monde voit. Mais cette part qui cherche le silence, la beauté simple, la perspective historique, je la garde généralement cachée. Pourquoi me la montrer à moi ?» demanda doucement Claire. La question flotta entre eux, chargée d'implications. Joseph semblait choisir soigneusement ses mots. « Parce que vous avez vu l'humain sous les haillons, sans préjugés ni arrière-pensée, » dit-il finalement. « Et j'espère que vous pourrez aussi voir l'homme sous le costume, au-delà des chiffres de mon compte en banque, et des titres dans les journaux financiers. » Claire fut touchée par cette vulnérabilité assumée.
Elle comprenait soudain que cet homme, malgré tout son pouvoir et sa richesse, aspirait à la même chose qu'elle, être vu pour qui il était vraiment, sans masque ni attente sociale. « J'essaierai, promit-elle, même si je ne prétends pas tout comprendre de votre monde. Et je n'attends pas cela, sourit Joseph. J'attends simplement que vous soyez, vous, authentique, direct, sans calcul. C'est ce qui m'a attiré vers vous dès notre première rencontre sous la pluie. » Ils se dirigèrent vers la chapelle, dont la porte n'était pas verrouillée. L'intérieur était aussi simple que l'extérieur, quelques bancs de bois polis par des générations de fidèles, un modeste autel en pierre et des vitraux qui projetaient des taches colorées sur le sol dallé. Une paix particulière régnait dans ce lieu, comme si le temps s'y écoulait différemment. Joseph et Claire s'assirent côte à côte sur un banc, savourant le silence et la fraîcheur de la pierre. Ils n'étaient pas croyants, ni l'un ni l'autre, mais il y avait quelque chose de profondément apaisant dans cet espace consacré à la spiritualité, à la réflexion, à l'élévation de l'âme. « J'ai souvent pensé, dit Joseph à voix basse, comme pour ne pas troubler la quiétude du lieu, que la vraie richesse n'a rien à voir avec l'argent. Elle réside dans ces moments de clarté et de connexion avec un lieu, avec la beauté, avec une autre âme. » Il tourna légèrement la tête vers Claire. « Ces moments sont rares et d'autant plus précieux. » Claire hocha la tête, comprenant ce qu'il voulait dire. Sa vie simple d'infirmière lui avait appris la valeur de ces instants suspendus, tenir la main d'un patient en fin de vie, partager la joie d'une guérison inespérée, ou simplement échanger un regard de compréhension mutuelle avec un collègue après une journée particulièrement éprouvante. « Je crois que nous ne sommes pas si différents, finalement, » dit-elle doucement, malgré nos vies apparemment opposées. Joseph sourit, son visage illuminé par un rayon de soleil filtrant à travers un vitrail. « C'est peut-être là le plus grand mystère de notre rencontre, Claire. Comment deux personnes issues de mondes si éloignés peuvent-elles ressentir cette résonance ?» Ils restèrent un long moment dans la chapelle, parlant peu, mais partageant une présence confortable, un silence qui n'avait rien de gênant. Puis Joseph proposa un pique-nique, révélant un panier que Claire n'avait pas remarqué jusqu'alors, dissimulé dans un grand sac à dos. Ils s'installèrent sur une couverture à l'extérieur de la chapelle, face à la vue spectaculaire de la vallée. Le repas était simple mais parfait. Du pain de campagne croustillant, plusieurs fromages locaux, des fruits frais, une salade composée et une bouteille de vin blanc léger. « C'est vous qui avez préparé tout ça ?» demanda Claire, surprise par l'attention portée aux détails. « Je plaide coupable », admit Joseph avec un sourire espiègle. « La cuisine est l'un des rares domaines où je n'ai jamais délégué. C'est trop intime pour être confié à quelqu'un d'autre. » Cette confession simple révélait beaucoup sur l'homme. Malgré sa richesse qui lui permettait d'engager les meilleurs chefs, il préférait préparer lui-même un pique-nique pour partager un moment authentique. Claire y vit un signe encourageant, une preuve que Joseph valorisait vraiment l'expérience partagée au-delà des apparences. L'après-midi s'écoula dans une douce langueur entre conversations profondes et silence contemplatif. Ils parlèrent de leurs enfances respectives, celle de Joseph dans une famille modeste mais aimante à Lyon, celle de Claire dans un foyer brisé par le départ précoce de son père. Ils évoquèrent leurs rêves d'adolescents, leurs désillusions d'adultes, les moments charnières qui avaient façonné leur vie. « J'aurais dû être musicien », confia Joseph à un moment donné. « C'était ma passion première, le piano, surtout Bach et Chopin. Mais mon père, malgré toute sa bonté, ne voyait pas d'avenir là-dedans pour un garçon de notre condition. Les mathématiques, Joseph, voilà qui t'ouvrira des portes, répétait-il. Et il avait raison d'une certaine façon, observa Claire. Oui et non, nuança Joseph. Les mathématiques m'ont effectivement ouvert des portes, mais parfois je me demande si ce sont les bonnes. Si j'avais suivi mon cœur plutôt que la voie de la raison. Il laissa sa phrase en suspens. Et Claire respecta ce moment de vulnérabilité, cette remise en question d'un homme qui, aux yeux du monde, avait tout réussi. « Jouez-vous toujours ?» demanda-t-elle. « Oui, sourit-il. C'est mon secret le mieux gardé. J'ai une pièce insonorisée dans mon appartement parisien avec un Steinway de 1920. J'y passe des heures quand les pressions deviennent trop intenses. » Son regard se fit distant, puis revint à elle. « Peut-être jouerai-je pour vous, un jour. » Cette perspective, formulée comme une possibilité future, créait un lien délicat entre eux, une promesse implicite que leur relation s'inscrivait dans la durée, au-delà de cette journée, au-delà même du voyage à Paris. Le soleil commençait à décliner lorsqu'ils rassemblèrent leurs affaires pour rentrer. La lumière dorée du crépuscule,
conférait au paysage une beauté presque surnaturelle, transformant la vallée en un tableau impressionniste de vert, d'ocre et de mauve. « Je ne voulais pas que cette journée se termine », admit Claire alors qu'ils regagnèrent la voiture. « Elle n'est pas vraiment terminée », sourit Joseph. « J'ai une dernière surprise pour vous, si vous êtes partante. »« Quel genre de surprise ?» demanda Claire, intriguée par le regard malicieux de son compagnon. « Une qui implique un léger détour et un changement de tenue, » répondit-il mystérieusement. « Je vous promets que vous ne le regretterez pas. » Claire hésita un instant, puis acquiesça. Cette journée avait déjà été si parfaite. Pourquoi ne pas la prolonger un peu? Joseph conduisit jusqu'à un petit village perché, dont les maisons de pierre s'accrochaient à flanc de colline. Il s'arrêta devant ce qui semblait être une vieille ferme rénovée avec goût, entourée de vignes et de champs de lavande. « Où sommes-nous » demanda Claire. « Chez des amis » répondit simplement Joseph. « Ils nous attendent. » Effectivement, un couple d'une soixantaine d'années les accueillit chaleureusement à la porte. L'homme, François, comme le présenta Joseph, avait cette carrure solide des viticulteurs, et sa femme Marie-Claire irradiait d'une gentillesse naturelle qui mit immédiatement Claire à l'aise. « Joseph nous a beaucoup parlé de vous », sourit Marie-Claire en serrant la main de Claire. « C'est un plaisir de vous rencontrer, enfin. » Claire jeta un regard surpris à Joseph. Quand avait-il eu le temps de parler d'elle à ces gens qu'elle ne connaissait pas? « François était mon professeur de chimie à l'école des mines », expliqua Joseph, sentant sa confusion. « Nous sommes restés amis toutes ces années. Quand je suis revenu dans la région pour mon expérience sociale, ils m'ont offert un toit et gardé mon secret. »« Vous étiez au courant de son déguisement en sans-abri » demanda Claire au couple, stupéfaite. « Disons que nous connaissons Joseph depuis assez longtemps pour savoir qu'il a toujours eu un goût prononcé pour les expériences non conventionnelles, » rit François. « Mais venez, nous avons préparé des chambres pour vous deux. Vous pourrez vous rafraîchir avant le dîner. »« Des chambres ?» Claire lança un regard interrogateur à Joseph qui lui adressa un sourire rassurant. « J'ai pensé que ce serait agréable de dîner ici et de passer la nuit dans ce cadre magnifique, plutôt que de retourner en ville. Mais bien sûr, si vous préférez rentrer... »« Non, » décida Claire, séduite par la beauté du lieu et l'accueil chaleureux de leurs hôtes. « C'est parfait. » Marie-Claire conduisit Claire à une chambre charmante sous les combles, avec une vue spectaculaire sur les vignes et les collines environnantes. Sur le lit était posée une robe d'été simple mais élégante, dans un ton bleu pâle qui, Claire le savait instinctivement, mettrait en valeur ses yeux. « Joseph a demandé à ce que nous vous procurions une tenue pour ce soir, » expliqua Marie-Claire en notant le regard surpris de Claire. « Mais ne vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ai choisie, pas lui. Si elle ne vous plaît pas, ou si la taille ne convient pas, elle est magnifique, » la rassura Claire en caressant le tissu léger. « Mais je ne comprends pas, pourquoi ai-je besoin d'une nouvelle tenue ?» Marie-Claire eut un sourire complice. « Pour la surprise finale de Joseph. Je n'en dirai pas plus, il me tuerait. La salle de bain est juste là. Prenez votre temps, nous dînerons dans 1 heure environ. » Après le départ de son hôtesse, Claire resta un moment immobile, tentant d'assimiler les événements de cette journée extraordinaire. Il y avait quelque chose d'irréel, presque onirique, dans la façon dont sa vie simple et structurée s'était soudain transformée en cette aventure imprévisible aux côtés d'un homme qui semblait déterminé à lui montrer un monde nouveau. La prudence lui conseillait de ralentir, de prendre du recul, de se protéger contre un potentiel désenchantement. Mais une voix plus forte en elle, une voix qu'elle n'avait jamais vraiment écoutée auparavant, l'encourageait à se laisser porter par cette vague, à faire confiance non seulement à Joseph, mais aussi à elle-même et à sa capacité à naviguer dans ces eaux inconnues. Après une douche rafraîchissante, Claire enfila la robe qui lui allait parfaitement. Elle coiffa ses cheveux châtains en un chignon lâche, laissant quelques mèches encadrer son visage, et appliqua un maquillage léger qui accentuait la douceur de ses traits. En se regardant dans le miroir, elle fut surprise par son propre reflet. Il y avait dans ses yeux une lumière nouvelle, et sur ses lèvres un sourire qui semblait venir du plus profond d'elle-même. Lorsqu'elle descendit l'escalier, Joseph l'attendait au pied des marches. Il avait lui aussi changé de tenue, optant pour un pantalon de lin clair et une chemise blanche simple qui lui donnait un air décontracté, mais distingué. Son regard en découvrant Claire fut une récompense en soi, un mélange d'admiration, de surprise et de quelque chose de plus profond, plus personnel. « Vous êtes éblouissante », dit-il simplement. Claire sentit ses joues s'empourprer sous le compliment sincère. « Merci.
Mais je suis toujours dans le noir concernant cette mystérieuse surprise. Plus pour longtemps, promit Joseph en lui offrant son bras. Venez. Au lieu de se diriger vers la salle à manger, comme Claire s'y attendait, Joseph la guida à travers la maison, puis dans le jardin, suivant un chemin de pierre qui serpentait entre les rosiers et les lavandes. Le soleil se couchait, baignant le paysage d'une lumière dorée et chaude. Au détour d'une haie de buis taillée, Claire s'arrêta net, émerveillée. Devant eux s'étendait une terrasse naturelle surplombant les vignes, transformée pour l'occasion en salle de concert à ciel ouvert. Une vingtaine de chaises étaient disposées en demi-cercle face à un piano à queue, un véritable piano de concert, posé là, comme une apparition surréaliste au milieu de ce décor champêtre. Des lanternes suspendues aux branches des oliviers environnants créaient une atmosphère féerique, tandis que des coupes de champagne attendaient sur une table drapée de lin blanc. « Qu'est-ce que... » commença Claire, stupéfaite. « Un petit concert privé, » expliqua Joseph avec un sourire ravi de son effet. François et Marie-Claire organisent occasionnellement ces soirées musicales pour un cercle restreint d'amis. Ce soir, c'est un jeune pianiste prometteur qui interprète Chopin et Debussy. J'ai pensé que cela vous plairait. Claire était sans voix. Jamais personne n'avait organisé pour elle quelque chose d'aussi thoughtful, d'aussi parfaitement aligné avec sa sensibilité. Comment Joseph avait-il deviné son amour pour la musique classique alors qu'il n'en avait jamais vraiment parlé? « Comment saviez-vous » demanda-t-elle finalement. Joseph eut un sourire énigmatique. « Je vous ai observé, Claire. La façon dont vous vous mouviez dans votre appartement, dont vous manipuliez les objets, il y a une musicalité naturelle dans vos gestes. Et puis j'ai remarqué les quelques CD sur votre étagère. Chopin, Bach, Satie. J'en ai déduit que vous apprécieriez ce genre de soirée. Cette attention aux détails, cette capacité à vraiment la voir, touchèrent Claire plus profondément que n'importe quel cadeau coûteux. Elle réalisait maintenant que la richesse de Joseph lui permettait certes d'organiser des expériences exceptionnelles, mais que c'était sa sensibilité, son désir sincère de lui faire plaisir, qui rendait ces moments vraiment spéciaux. D'autres invités commençaient à arriver, des couples, principalement amis de François et Marie-Claire. Joseph présenta Claire avec une simplicité qui la mit à l'aise, sans mentionner sa profession, ni aucun détail qui aurait pu la faire se sentir différente ou inadéquate dans ce cercle cultivé. Lorsque le jeune pianiste, un garçon d'à peine 20 ans au regard intense, s'installa au piano, un silence respectueux s'établit naturellement. Les premières notes des nocturnes de Chopin s'élevèrent dans l'air du soir, pures et cristallines, se mêlant au chant des derniers oiseaux et au bruissement léger des feuilles dans la brise. Claire ferma les yeux, submergée par la beauté du moment. La musique, le parfum des roses et de la lavande, la douceur de l'air sur sa peau, la présence solide et rassurante de Joseph à ses côtés, tout se combinait pour créer un instant de perfection absolue, un de ces rares moments où le temps semble suspendu et où l'âme trouve une paix complète.